Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui pour l'épisode 4 de Planète Futsal. Un épisode qui s'annonce assez intéressant avec une personne que vous devez connaître mais qu'on va apprendre à découvrir un petit peu plus. Mon invité du jour aujourd'hui c'est Paolo César. Bonjour Paolo, comment ça va? Bonjour Steph, ça va très bien. Tout va bien? Ouais, ça va très bien. Merci pour l'invitation, hein. Bah merci à toi. Voilà, les gens évidemment te connaissent probablement de par ton expérience de footballeur à 11. On en parlera un petit peu, mais tu es aussi quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans le futsal et c'était aussi le but de cette interview. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai passé ma vie au foot à 11, mais j'ai commencé par le futsal et, euh, et c'était toujours ma passion, c'était toujours mon envie de créer un club, de faire quelque chose pour le futsal. Et avec une très bonne coïncidence, moi, je tombe sur le futsal à Clichy avec David Luiz. Et voilà, c'est tout à fait une coïncidence, mais que moi, je m'ai plongé et j'ai fait le mieux possible pour qu'on organise le club. Ok, bon bah top, on va en parler en tout cas. Bon, rapidement peut-être voilà te présenter et puis ton parcours vraiment rapidement parce qu'il est long et il y a il y a pas mal de choses, mais on va peut-être voilà parler à partir du PSG et puis de ce qui s'est passé un petit peu pour le début déjà du projet de Clichy. Bon, moi, j'étais joueur footballeur professionnel pendant 20 ans. J'ai joué au PSG, j'ai joué à Toulouse en France et au Brésil, j'ai joué sous des grandes équipes, Flamengo, Fluminense, Santos. Et j'ai passé une très bonne carrière. J'ai été international brésilien de U20, U23 et pro. Donc, moi, je suis très content de la carrière que moi j'ai vécue. À la fin de ma carrière, moi, j'ai décidé de devenir entraîneur de foot. J'ai passé des diplômes au Brésil, mais les diplômes au Brésil ne me donnaient pas d'équivalence d'arriver travailler, par exemple, en France. Donc, moi, j'ai décidé, en 2017, j'ai décidé de rentrer en France pour passer mes diplômes de BOF en Ligue de Paris. J'ai aussi entré pour passer les diplômes. Et là, moi, j'ai venu en France avec la famille, tout ça. C'était un projet aussi familial. Et moi, j'ai appelé des amis qui étaient en France, qui étaient ici en Europe. Et moi, j'ai appelé David Luiz, c'était le défenseur de PSG. Écoutez, il est revenu à Chelsea. Ça faisait un an. Et en fait, moi, j'ai discuté un petit peu avec lui. J'ai parlé que moi, j'ai rentré en France, que j'avais l'envie de travailler, hein, et s'il y avait quelque chose qui était connaissance que moi, j'ai pu trouver pour être dans les sports et tout. Et lui, il avait le club de futsal qui s'occupait. Il était, entre guillemets, le parent et le chef de projet. Alors, il m'a proposé, moi, tout de suite, moi, j'étais pour. Et c'est parti de là. C'est parti de là, juste d'une conversation, d'une coïncidence que moi, je venais en France et lui, il est parti à Londres. Donc, moi, j'ai pris le rôle de directeur sportif dans le club pour structurer le club, donner un aspect professionnel au club. Et voilà, on a commencé en août 2017. Je suis là jusqu'à aujourd'hui avec la double casquette de directeur sportif et d'entraîneur de l'équipe principale. D'accord. Donc au moment où en fait quand tu contactes David Luiz, t'es encore au Brésil ou ça y est, t'es arrivé en France? Moi, je suis encore au Brésil. Je suis D'accord. au Brésil. Étant là, moi, en fait, j'ai eu deux opportunités. Il y avait Ceará qui a joué au Brésil, qui avait un très grand ami, Thierry Subitil, ici en France. D'accord. Il s'est occupé aussi d'un club qui s'appelle Lusitano Samor. Ouais. Il faut passer le BOF et moi, j'étais l'obligation de coacher une équipe. Donc là, moi, j'ai été en contact. Ceará, il m'a présenté Thierry Subitil. Et nous avons discuté, nous avons fait connaissance. Et là, il m'a donné un poste comme entraîneur principal de U20 sur Samoa, qui jouait le district au 20. L'objectif, c'est de monter l'équipe au niveau excellence. On a arrivé à faire et le résultat, il était positif. Et avec une très bonne coïncidence aussi, Thierry Subitil, il était très ami de David. Hmm. Et 2 ans après, un an et demi après, il devient le président du club de futsal. D'accord.
fait, c'était une très, très bonne coïncidence qui ça collait exactement comme il me fallait pour moi. Et voilà, après moi, j'ai déroulé mon travail comme d'habitude. Moi, je me plongeais sur les formations de futsal parce que moi, je ne savais pas du tout comment ça marchait ici en France. Ouais. Donc, moi, je me plongeais dessus. J'ai passé les découvertes, j'ai passé le perfectionnement, même si la méthode pédagogique, elle est la même. Mais moi, je me plongeais dessus pour connaître et pour découvrir et pour voir comment je peux aider le futsal. Et ça va. Ok, bon, c'est top. Et du coup, donc voilà, tu es, on va dire maintenant directeur sportif, entraîneur. C'est quoi un petit peu justement le projet, on va dire, voilà, à court terme, moyen terme de ce club? J'imagine que tu as déjà réfléchi un petit peu aux étapes à faire et peut-être que tu as déjà mis des choses en place. Enfin, j'imagine que depuis 5 ans, il y a eu des choses qui ont été faites. Raconte-nous un peu. Ouais, moi, ça fait 4 ans que moi, je suis au club. Moi, j'ai arrivé, le club, il était en R2. On a monté au R1 et on a monté en D2 consécutifs. On a fait les 2 années Ouais, bravo. consécutives pour la montée en D2 nationaux. Après, aujourd'hui, l'objectif au niveau senior, c'est d'avoir le maintien en D2 nationaux pour que le club il peut s'y stabiliser d'une façon courante sur la D2 nationaux pour essayer de progresser au niveau structurel, euh, au niveau d'équipe aussi pour qu'on puisse jouer la D1. Notre objectif, c'est pas d'arriver un jour en D1 et de retomber encore en D2. Ok. Pour arriver en D1, il faut avoir un projet très solide et très bien. Après, pour l'école de foot, moi, je ne te cache pas que c'est le grand plaisir à moi parce que moi, j'y arrivé, j'avais 80 licences. Sous un an, on est passé à 237 licences. Après, on est passé à 255 licences. Et là, aujourd'hui, on est passé à 220 licences, même avec le Covid, avec tout ça. On a eu à la solidité de tous les joueurs, de tous les gamins de club. Le court terme, c'est déjà structurer le club avec cette problématique de la crise sanitaire, de aider les jeunes joueurs pour que, par exemple, le prix de la licence il soit baissé, il soit à la moitié parce qu'on n'a pas pratiqué énormément cette année. Hmm. Après, c'est l'organisation avec la mairie, avec le comité des sports de Clichy, l'organisation des chronos, tout ça. Et c'est là que moi, j'interviens à toute cette programmation, à toute cette organisation des éducateurs, quel éducateur qui prend quelle catégorie, combien de joueurs à chaque catégorie, c'est quoi le planning. Cette année, moi, l'année dernière, moi, j'ai recruté Théo Thibosso. Théo est coordinateur technique aussi pour le club. Donc, il chapeaute un peu tout avec moi sur l'aspect école de foot et senior. Il est mon adjoint aussi en équipe senior. Ok. Comme ça, on a 2 personnes déjà qui ça peut aider au niveau des programmations des séances, au niveau des contacts avec les éducateurs et avec les joueurs. Donc, tout ça, c'est notre rôle, c'est notre casquette dans le club et ça va. D'accord. C'est quoi les actions justement enfin, que tu as mis en place, que vous avez mis en place pour développer cette école de futsal? Parce que passer de, comme tu dis, de 80 à quasiment 250, j'imagine que vous n'êtes pas tourné les pouces, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Écoute, moi j'ai arrivé, il n'y avait pas une organisation très claire de niveau de l'âge sur chaque catégorie. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de bien séparer l'âge des enfants, de D'accord. 7, ou 9, ou 10, pardon, ou 11, ou 13, ou 15 ou 17. Donc, on a réussi à faire. Moi, j'ai limité le nombre de joueurs et des joueuses sur chaque catégorie parce que pour avoir une qualité de travail, il faut avoir un nombre limité, surtout au futsal, qui ça joue à 55 et c'est pas facile. Tu ne peux pas avoir 30 ou 40 personnes Ouais. dans la salle. Moi, j'avais une catégorie qui avait 54 joueurs à mon arrivée. Et moi, j'étais obligé de séparer les catégories et passer. Aujourd'hui, je suis à 25 et c'est déjà beaucoup. Ouais. Ouais, parce que 54, c'est dur de se faire une place dans l'équipe première là. Ouais, c'est pas une équipe première parce que là, on parle de l'école de foot. Il n'y a pas d'équipe première, il n'y a pas d'équipe Ouais. B, C, mais il y a beaucoup, il n'y a pas de qualité. Donc, c'était juste pour passer le temps.
c'était juste pour passer le temps et voilà, excuse-moi, c'est le chien qui Pas de souci, hein, c'est normal. et c'est juste pour passer le temps. Mais après, moi, j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis à 25 joueurs sur chaque catégorie. C'est limité avec 2 ou à la fois 3 éducateurs en salle pour que les choses, ça peut être dans la qualitatif et pas dans la quantité. Et ça se passe très bien. Après, moi, j'ai eu un constat avec les enfants, pas mal de choses qu'on a créées. Moi, j'ai créé à chaque année des trophées pour les enfants. Par exemple, les 2 meilleurs comportements de l'année. Les 2 Mhm, meilleurs comportements de l'année, ils sont récompensés à la fin d'année. c'est top. J'ai créé un tournoi parents-fils. En Ah, fait, c'est bien. ouais, c'est un tournoi qui le père et le fils, ils jouent ensemble et ils sont en binôme. Et si le père il sort, le fils il sort aussi. Si le fils il sort, le père il sort aussi. Et c'était juste d'un constat que moi j'ai eu sous mes observations pendant les séances. Hein. Moi j'ai vu qu'il y avait des parents qui donnaient des critiques à les enfants sans savoir ce qu'ils parlent. Mhm. Des critiques. Dans ma réflexion, moi, j'ai affronté ça pas une fois, pas deux, hein, j'ai plein de fois. Et donc, moi, j'ai mis en réflexion, j'ai dit, écoute, moi, je vais faire un tournoi parent-fils. Je vais mettre les parents en pratique pour voir c'est quoi ses compétences. Parce que là, c'est facile de dire à un enfant de 10, de 9, il ne faut pas faire ça, il faut frapper comme ça, il faut frapper comme ça. Et si tu n'as pas la compétence, si tu n'as pas passé sous la pratique, tu peux pas Ouais. dire n'importe quoi. Donc, moi, j'ai fait ça. J'ai passé de 9h du matin jusqu'à 19h dans le gymnase. J'ai habité toutes les catégories. Moi, tout seul, j'ai habité toutes les catégories. Moi, j'ai mis les règles en place et j'ai passé non-stop au gymnase. On est passé à 500 personnes dans la journée et que les parents, ils ont pris bien en compte que la pratique, elle n'est pas facile. Ouais. Ouais. La Ouais. pratique, elle n'est pas facile. Les gamins, ils découvrent la pratique. Le futsal, il est nouveau en France. Ils commencent à découvrir la pratique, même si ça joue en quartier, au futsal, mais ça joue en rigolant. Mhm. Quand tu entres dans une école de futsal, que tu commences à apprendre la technique, le contrôle, les passes, tout ça, ça change. Ça change. Tu mets un cadre, ça change beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que pendant le tournoi, j'ai vu des gamins dire, oui, papa, mais tu m'as dit qu'il ne faut pas frapper comme ça, mais Ouais. regarde, tu n'arrives même pas à contrôler le ballon. Donc, l'objectif, c'était celui-là. Mais c'est intéressant en plus que tu dis, on fait une petite aparté, mais c'est vrai que il y a de nombreux éducateurs, t'en fais partie, que ce soit au foot à 11, alors même au futsal, voilà, les parents qui sont de plus en plus derrière à aller mettre aussi un petit peu une pression. Et c'est vrai que l'idée, enfin voilà, moi j'ai joué au foot, je rêvais d'être footballeur professionnel comme pas mal de gens, mais bon, j'ai eu la chance que mes parents me suivaient sans trop parler, mais c'est vrai que on a l'impression que là, depuis quelques années, il y a vraiment même parfois une pression. Et il faut pas oublier qu'un enfant, il est là pour s'amuser, quoi. Enfin, Bien sûr. c'est ça qui est important, le message à. C'est pour ça aussi, moi, j'ai limité l'accès des parents sur les séances d'entraînement. Donc, moi, j'ai 4 séances d'entraînement par mois. Dans les 3 premières séances, les gamins, ils sont en autonomie. Ils entrent dans le gymnase, les parents, ils ne regardent pas. Ils n'ont pas le droit de regarder. La dernière séance, qui normalement, c'est le week-end du mois, qui normalement, il y a du tournoi, il y a des matchs internes, tout ça. Là, moi, je laisse les parents regarder. Justement pour ça, parce que moi, il faut que ça crée l'autonomie pour les enfants, le partage entre le coéquipier. Ouais. Et moi, je n'ai pas besoin des parents, parce que si moi j'ai besoin des parents, moi je dégage les éducateurs et je mets les parents pour entraîner les enfants. Donc comme ce n'est pas notre objectif, c'est mieux que les parents. C'est pas que je ne suis pas contre les parents, hein. C'est bien au contraire. Je suis pour qu'ils regardent et qu'ils voient l'évolution des gamins à chaque fois qu'il vient, une fois par mois, qu'ils voient l'évolution de gamin qui fait en salle. Donc c'est ça l'objectif. Ouais, ouais, et puis c'est laisser la place aux éducateurs, c'est leur travail, ils connaissent. Voilà, on remplacera pas un parent, mais il faut Oui, faire confiance aussi, quoi. après, il y a un cadre, et les cadres, c'est pas toujours facile. Les cadres, si les gamins, ils sortent un peu du cadre, il faut remettre dans le cadre. Et des fois, il y a des parents qui n'ont pas l'habitude de voir ces gamins être remettre dans le cadre avec une autre personne différente. Donc, en fait, c'est justement pour ça. Ok, très bien. Sans rentrer dans les détails, on va faire la petite question qui fâche, entre guillemets. Au début du projet, voilà, c'était Futsal Paulista, il y a eu un changement. Qu'est-ce qui s'est passé, voilà, rapidement pour que les gens comprennent aussi?
Écoute, moi, quand je suis arrivé au futsal, il y avait des anciens que moi je respecte beaucoup, mais que le club, il a évolué et les personnes, ils n'ont pas évolué avec le club. Ok. Euh, après mon constat, on a aperçu qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas en l'ordre, qui étaient pas dans le bon sens d'une association. Et là, on a pris la décision ou on sépare les choses et on fait les choses correctement, ou on quitte le club et on part ailleurs, hein. On va faire l'association ailleurs. Comme on a fait un travail qui était conséquent et qui avait de résultats très positifs, on a décidé de rester. Et après, en parlant avec la mairie, avec tout le monde, l'environnement à Clichy, le club Futsal Paulista, il était spécialement pour l'identité brésilienne. Hmm. Okay. Il y avait des Brésiliens, on a fait des bons matchs, on est arrivé avec la D2 avec plusieurs Brésiliens, mais quand tu arrives en D2 nationaux, tu as un changement. Tu as un changement de statut, tu as un changement de règles. Tu peux avoir deux joueurs brésiliens au niveau national. Hmm. Mais sous l'école de foot, qui c'est la majorité, c'est la masse qu'on a sous l'école de foot, on a 99% de Clichois. Il n'y a que de Clichois. Donc moi, je ne peux pas avoir un nom Futsal Paulista avec des Brésiliens seniors, mais si la masse du club, elle est clichoise. Hmm. Ouais. Donc là, on a réfléchi, on a beaucoup parlé, et là, on a décidé de changer le nom pour valoriser la ville, pour aussi remercier un peu tout ce que la ville elle nous donne, parce que c'est vraiment beaucoup de choses. Hmm. Déjà, les matériels pédagogiques, les installations. Sous les gymnases, je ne sais pas s'il y a des clubs qui, on a de 7 jours, on a les 7 dans le gymnase pour utiliser. Et donc, on a pas mal de chronos. Bien sûr, on redonne aussi de la pratique, on redonne aussi de nombre de licenciés, mais on a beaucoup. Donc, en fait, c'est juste pour ça. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui sont pas aimés la façon de faire. Il y a des gens qui étaient pas contents. N'étaient pas contents parce que c'est tout à fait normal. Les gens, quand ils vont créer un club, ils pensent que le club lui appartient, mais le club, il appartient à personne. C'est une association, il appartient à les adhérents du club. Et si les adhérents ils décident que telle personne ou telle personne ne peut pas participer, il y a l'Assemblée générale, il y a les votes, et voilà. Hein. Après, c'est la décision et il faut, il faut respecter. Après, moi, j'ai mon nom, j'ai mon vécu, j'ai beaucoup de choses que moi, je mets en avant. Et moi, je suis là. Moi, je suis là. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont parlées dans l'Internet, à droite et à gauche. Mais il n'y a rien qui est arrivé vers nous au niveau officiel, au niveau des avocats, Ouais. des trucs qu'on n'a pas bien fait. Si on avait des choses pas bien faites, il faut juste aller à un avocat, mettez les Oui, et choses en puis ordre. bah, j'imagine que toi, David Louise Aude, vu votre image, vous n'avez pas d'intérêt à mal faire les choses. Ça n'aurait pas trop de sens. Bon, en tout cas, merci d'avoir expliqué aussi, parce qu'il y avait une question de Florian à ce sujet, donc c'était bien d'en parler. Du coup, j'imagine que ça a été une année évidemment très compliquée pour tout le monde et aussi pour les clubs de D2. Comment on gère au quotidien, principalement pour l'équipe senior, et puis j'imagine même pour les jeunes, cette année qui a été très compliquée pour le futsal et puis bah, pour tout le monde de manière générale. Ouais, pour les jeunes, moi j'ai des contacts avec tous les parents sur WhatsApp. Donc, moi, je gère tout le club, je gère toutes les catégories par WhatsApp, comme la direction. Moi, j'ai envoyé des messages et tout. On a réussi à commencer la saison. On a arrêté au mois d'octobre, début octobre. Et après, on a repris au mois de décembre, entre les fêtes de Noël et fin d'année. Moi, j'ai réussi, sur cette semaine-là, faire plein de séances d'entraînement avec les gamins, même si on n'avait pas un nombre conséquent. Mais au début de janvier aussi, on a enchaîné. Donc, tous les chronos qu'on avait, moi, j'ai mis en disposition de l'équipe des jeunes. Et après, les seniors, on a s'entraîné jusqu'au mois d'octobre. Après, on est arrêté jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrêtés. Après, moi, j'ai des contacts. On a perdu des joueurs parce que c'est tout à fait normal.
on a perdu des joueurs et les contacts que j'ai avec des joueurs sont aussi par des groupes WhatsApp. Mais là, à partir de 15 avril, on commence déjà à organiser pour la saison prochaine les joueurs qui vont quitter le club, les joueurs qui vont rester. Après, ça va être un problématique pour tout le monde, hein. Ça va être un problématique pour tout le monde qui joue en D2, qui joue en R1, tous les championnats amateurs. Et voilà, on a des décisions à prendre, on a des choses à regarder et on va faire ça à partir de 15 avril. D'accord, très bien. Mais justement, enfin, les joueurs essaient de s'entraîner quand même ou c'est compliqué parce que la plupart c'est pas des Écoute, professionnels. Ils ouais, essayaient quand même, ils y arrivaient à être écoute, sérieux là, entre guillemets. oui, quand on a des séances d'entraînement, oui, tout le monde est là, tout le monde est sérieuse. Moi, j'ai la liste aussi de présence qui ça marche super bien. S'il n'est pas là, il n'y a pas de défaiement. Et voilà, c'est un aspect professionnel, même si nous ne sommes pas registrés comme des pros. On fait tout pour que les joueurs ici sont des professionnels parce que quand même, on joue en des deux nationaux. Hein. Ouais. On joue pas au niveau district, au niveau régional. On joue Hmm. au national. On doit faire des déplacements, on doit avoir une bonne image, on doit avoir un exemple pour les jeunes joueurs parce que là, il y a des familles qui viennent nous voir, il y a des familles qui viennent nous assister. Et voilà, après quand on est parti, le confinement nous a arrêtés. Là, moi, j'ai plus de contrôle, même si moi, j'avais un petit peu de contrôle au début avec des courses, avec les footings, mais ça va être fatigant parce qu'on ne savait pas, on n'avait pas de visibilité, le temps Hmm. qu'elle allait prendre. Ouais. Si moi, j'ai fait des footings toutes les semaines, même si c'est bien, mais il n'y a pas de sens pour nous de garder les joueurs. Donc là, j'ai laissé libre. Donc, chacun, il fait de son côté. Moi, j'ai eu un entretien la semaine dernière avec eux. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal qui jouaient le foot à l'extérieur le dimanche. Euh, ils s'entraînaient dans la semaine, d'autres non. D'autres, il y a le travail qui empêche aussi parce que c'est compliqué. Mais après, on va voir un bon constat début août, puisque c'est le constat qu'on va voir, où on va rassembler tous les joueurs et commencer à retravailler tout. Ouais. Bon, on espère en tout cas que cette saison sera un retour hein, de la Division 2. Et comment toi tu l'as vu justement cette Division 2 parce que ça fait, enfin vous y avez joué une année, hein, c'est ça? Ouais, une année, le deuxième, on n'a pas joué. Voilà. Et comment tu juges aussi? Il y a comme une belle structuration de certains clubs. C'est par rapport peut-être à la D1 ou comment tu vois un petit peu l'évolution de cette Division 2? Après, on a quoi? On a trois ou quatre clubs qui sont bien organisés. Moi, j'ai la chance de connaître Van der Leyen, coach de Laval. Je Ouais. sais que Laval est très, très bien organisé. Par contre, ça fait des années qu'ils sont des deux et qu'ils ne montent pas. Mhm. En fait, on a des clubs qui sont Marcoville, je pense que c'est un club qui monte et qui est bien organisé. Après, les clubs en D2, ça reste quand même, comme ça reste non professionnel, il y a des choses qui manquent sur l'accueil, sur tout ce qu'on vient faire, sur les déplacements, tout ça. Mais après, ça reste au niveau de la pratique, ça reste un championnat très costaud, très fort. Il y a des qualités énormes sur les championnats, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient collectifs. Et que pour accéder en D1, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que la D1, le changement, il est énorme. Il est énorme, soit au niveau des pratiques, soit au niveau des organisations. Le changement, il est énorme. Le budget aussi, ça change beaucoup. Ouais. Ça rentre aussi des aspects pro, des contrats fédéraux, et tout ça, des joueurs qui sont internationaux, des joueurs à l'étranger. Après, il faut avoir une structure pas seulement de la pratique, mais une structure des gymnases, une structure des appartements, des logements pour les joueurs, même des voitures pour le club, pour que ça soit déplacement, des cars, même si tu peux louer. Donc, tout ça, il faut avoir un budget, il faut avoir des choses en main. Et qu'aujourd'hui, on est en train de visualiser le nombre et le prix que ça va nous coûter si on monte en D1 et on va faire les choses petit à petit. On a un projet, le projet qu'on a réinstallé de cette année, que c'était 2020-2021, c'est dans 3 ans monter en D1. Donc, commencer petit à D'accord. petit, commencer à installer les choses. Le première année, bon,
Malheureusement, on n'a pas eu la chance de jouer le championnat, mais réinstaller des choses, recruter des joueurs pour arriver en D1 avec une équipe compétitive et qui peut affronter des grosses équipes. D'accord, bon, c'est bien, on te le souhaite en tout cas. Et c'est quoi, toi, les principales difficultés un peu qui peuvent arriver dans le futsal amateur, en tout cas en Division 2? Est-ce qu'il y a il y a des petites barrières à un moment, je sais pas, que ça peut être avec des gymnases, des choses. Enfin, est-ce que tu vois quelque chose où tu verrais une différence avec la Division 1 et la Division 2 au quotidien ou dans l'organisation? Il y a tout. Il y a Tout, tout. carrément. À partir du moment que tu dis que la D1, elle est pro, et la D2, elle n'est pas pro, Ouais, il y a déjà un décalage énorme. Il y a un lacune énorme. Déjà, juste le nom, il y a un lacune énorme. Après, malheureusement, on n'a pas de gymnase en France légalisé au niveau international partout. C'est pas beaucoup de gymnases qu'ils ont légalisé. Même Access, il y a eu le gymnase, ça fait 1 an et demi, le nouvel gymnase, parce qu'il n'y avait pas un gymnase c'est vrai, légalisé. ouais. Donc, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et après, bien sûr, après, c'est l'organisation des clubs, c'est l'organisation de la Fédé. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne peux pas cacher on a beaucoup de difficultés. On a des choses très bien, qui ça marche, qui ça déroule, parce qu'on a des bénévolats, on a des gens qui travaillent pour le club et qui veulent que le club il avance, chacun de son côté. Mais au niveau organisationnel du championnat, moi, ça manque beaucoup de choses. Ça manque beaucoup de choses. Le contrôle des joueurs, le contrôle des arbitres, comme ils arrivent, même si on a des arbitres officiels, on a des bons arbitres qui viennent chez nous, mais les installations aussi des gymnases, ça nous manque des belles installations, même si on a un gymnase assez cohérent. C'est pas comme le gymnase de D1. Il n'y a pas des vidéos. Ouais. Même si tu peux filmer à chacun de ton côté, par exemple, tu n'as pas un match diffusé, même Mm. si peut-être dans quelques années, tu peux avoir. Là, ils sont en train de parler des NCG. Des NCG, c'est le contrôle des équipes. Mais comment tu peux parler en DNCG si tu n'as pas un club professionnel? Tu Ouais. ne peux pas contrôler un club qui n'est pas professionnel. Après, pour moi, c'est bien. Moi, je ne te cache pas. Pour moi, le cliché futsal, c'est bien parce que moi, je suis correct. Si la DNCG arrive aujourd'hui, moi, je suis parfait. Il n'y a pas de souci, hein. Tu arrives, tu vas contrôler, c'est bon. Après, moi, je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Et est-ce que la punition, il va être vraiment mis en pratique ou pas? Parce que là, on sait qu'en D1, on a des clubs aussi, beaucoup de difficultés dans DNCG parce que ça sort tout le temps sur le PV de la Fédé. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de punition. Ouais, bah on verra, on va voir comment ça évolue un petit peu. Et tu regardes du coup un petit peu toi la division aussi de futsal, tu regardes des matchs de temps en temps, j'imagine Ouais, tu prends aussi un petit peu de ce de que temps en font. temps, oui, de temps en temps, je regarde des matchs, je connais des joueurs, je suis sur Instagram aussi, pas mal de clubs, surtout les joueurs qui sont des jeunes joueurs qui commencent à monter, qui n'ont pas la possibilité peut-être de débuter sur un championnat D1 avec l'équipe, peut-être on envisage de recruter. Donc, là, c'est un travail assez tranquille et de regard. Après, moi, je ne te cache pas qu'au-delà de la pratique sportive, moi, j'ai fait une recherche de comportement. D'accord. J'ai fait une recherche de comportement parce que l'avantage que moi j'ai aujourd'hui, que moi je suis le directeur sportif, Mhm. je suis l'entraîneur, je n'ai pas l'obligation de gagner le championnat. Je n'ai pas l'obligation de gagner le championnat. Ouais. Mon obligation, c'est d'avoir un club sain. Mon obligation, c'est d'avoir un club exemplaire. Mon obligation, c'est d'avoir des joueurs professionnels, même si dans le statut, il n'est pas, mais professionnels dans la salle, qui jouent au futsal pour la gagne, mais pas n'importe comment. Il faut jouer le futsal comme le futsal demande, avec la qualité technique, avec l'engagement, mais pas de triche, pas de choses. Euh, Moi, j'ai des exemples. Hein. Je sais que moi, dans le parcours de monter en D2, moi, j'ai lâché un match. J'ai Ouais. donné le match pour l'adversaire parce que c'était inadmissible. Moi, j'avais des joueurs qui travaillaient le lundi et c'était presque parti sur un bagage général sans aucune raison. Mhm.
on lâche le match pour l'adversaire au bout de 3 minutes de la fin. Moi, je demande à mes joueurs de marquer un bout de compte. Je lâche le match et en finale, on a monté. L'équipe elle a resté en R1. Et ça preuve que pour moi, le futsal, on peut la gagner d'une façon saine, sans Mais tricher. t'as fait ça, c'était quoi? C'était pour montrer ton désaccord vis-à-vis du comportement du club adverse, c'est ça? Le club adverse, c'est les arbitres. D'accord, ok. D'accord. Il y avait trop de fautes, il y D'accord. avait des touches, il y avait trop. Parce que, après, moi, je comprends, hein, on était en R1, le gymnase, il était plein. Hmm. Le gymnase, il était plein. Les arbitres, ils avaient peur, ça, c'est Ouais, sûr. Ils avaient peur. Mais moi, au bout de moment, j'ai dit, si moi, j'ai gagné le match ici, si on a la possibilité de gagner ce match-là, on ne sort pas d'ici. Donc, on ne sort pas parce que là, il y avait des mots, il y avait des insultes en portugais. ouais. Les gens, je ne sais pas s'ils ont tapé Google, là, ils ont je ne sais pas quoi. Mais après, c'était pour montrer que le futsal, il n'est pas comme ça. Ouais. Le futsal, il n'est pas comme ça. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir la compétition, elle est toujours sur moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire des bagarres pour gagner un match. Hmm. Je n'ai pas besoin de faire des bagarres pour monter en division. C'est bien au contraire. Moi, je pense qu'il faut avoir un bon jeu. Techniquement, il faut être propre. Il faut avoir des joueurs courageux qui s'engagent dans le futsal, mais d'une manière saine, d'une manière professionnelle. Ouais. Donc, on a montré, et voilà, c'était récompensé à la fin parce que là, on a eu la chance de monter. Ouais, puis ce que tu veux dire, c'est aussi, enfin, moi je le vois comme ça, c'est aussi au club de se structurer et de montrer une image professionnelle pour que justement notre sport il se développe, voilà, éviter ce genre de choses qui font une mauvaise pub au final au futsal. Oui, après ce que moi, j'ai rien contre, hein. Moi, j'ai grandi sur les quartiers aussi. Et, et après, le problème, c'est le cadre. À Hmm. partir du moment que tu fais de futsal sur les quartiers, à côté des amis, à côté de tout le monde, le cadre qui est imposé pour la Fédé, il est imposé pour la Ligue, il est imposé pour un match officiel, ils n'arrivent pas à respecter. Ouais, Donc, il y a beaucoup de joueurs qui perdent la tête, il y a beaucoup de joueurs qui pensent que dans son quartier, il est plus fort que tout le monde. C'est comme si tu dis, tu viens à Clichy, tu ne vas pas gagner à Clichy. N'importe comment, mais tu ne vas pas gagner. Et ce n'est pas comme ça. hmm. Si tu viens à Clichy, si tu es plus fort, tu vas gagner. Si tu es Ouais, plus ouais. fort que ça, tu vas gagner. Il n'y a pas de souci, hein. Mais après, c'est pas arriver, tu arrives déjà au gymnase, les accueils, les mecs, ils te donnent même pas bonjour, ils te donnent un vestiaire pourri, ils te donnent un vestiaire sale. Il faut attendre le match, je sais pas de qui a fini pour que tu rentres dans la salle. C'est pas une organisation professionnelle. Donc, Ouais. en fait, c'est tout à fait habituel au niveau R1, R2. D2, ça commence à changer un petit peu, mais on a vu des choses incroyables aussi. Mais voilà, on va s'habituer, on va essayer de s'adapter avec une mentalité pas différente, parce que moi, je suis pas différent que tout le monde. Moi, je suis la même personne. Mais moi, j'ai des obligations vers mon club et vers mon président, vers la mairie, vers la ville, qui c'est plus important qu'il gagne un championnat. Ouais, je comprends. Très bien. Écoute, je voulais juste rapidement aussi parler de une de tes nouvelles fonctions. Tu es coach des U19 féminines depuis septembre. Moi, j'imagine qu'en tant que grand fan du PSG, ça a dû te faire plaisir aussi de reporter un peu ces couleurs là. Ouais, c'est très bien. Moi, je suis entraîneur adjoint de 19 féminines. Ouais, Moi, je découvre le féminin cette année là. Ça me plaît. C'est vraiment agréable de travailler avec les filles. Ça change un petit peu de quotidien. J'ai la chance de travailler avec un staff compétent. Le club, c'est proche de l'AD1. On a une relation très proche avec le staff de l'AD1, avec les joueurs de l'AD1, aussi avec les U16 qui fait partie de l'association de PSG. Après, c'est découvrir. On a commencé très bien le championnat, mais malheureusement, à cause de la crise, le championnat il est arrêté. Là, on continue. J'espère que pour la saison prochaine, j'espère que je peux continuer avec les filles et évoluer aussi en tant qu'entraîneur, en tant que membre d'un staff. ouais. Et puis, si je dis pas de bêtises, ta fille, elle a à peu près le même âge que les filles que tu coaches, non?
Ouais, ma fille, elle a 19 ans. Ouais, Ouais, bah, j'imagine pour toi aussi, enfin, je sais pas, moi je suis père de famille aussi, je me dis, t'as ce rôle d'éducateur aussi, des belles valeurs et ces choses-là, ça doit te plaire ouais. aussi ce côté-là. Après le projet de PSG, il vient sous trois axes, hein, qui soit éducatif, scolaire et sportif. Le sportif vient pour le dernier. D'accord. Et ouais, parce que là, c'est vraiment un travail de formation, hein. C'est vraiment former les filles, former sur les bons comportements, sur le niveau scolaire, qu'elles passent les bacs, qu'elles passent toutes les étapes scolaires qu'elle a besoin. Et après, pourquoi? Parce que là, déjà sur les garçons, on a une difficulté énorme pour que les joueurs et les signent pro, et c'est pas tout le monde qui peut signer. Déjà, en filles, c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire. Le nombre de filles qui vont signer pro, qui vont trouver des bons clubs, c'est encore pire. C'est pour ça que nous, on envisage et on met en priorité au niveau scolaire, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'arriver en D1. Déjà, sur la lacune, elle est énorme, sur le 19 vers la D1. Là, tu prends une fille qui joue le championnat national et que l'année qui vient, elle doit jouer la Ligue des Champions. Ouais, voilà. J'imagine que les exigences que tu passes sur un an, c'est très compliqué, c'est très chargé. Mais ça va. On a des bons talents. On a des filles qui jouent super bien. Euh, Après, c'est l'évolution de chacune. C'est l'évolution, c'est l'engagement, c'est la motivation qui va faire qu'elles arrivent en D1 et qu'elles peuvent faire des bonnes prestations. Cette année, on a eu la chance de monter 4 joueuses. Il y a 3 qui sont signées. Il y a un qui va sûrement signer dans quelques temps. Et c'est des joueuses qui ont de talent, qui participent sur l'équipe nationale et qu'ils ont le potentiel pour jouer en D1. Ouais, en plus pour faire le petit parallèle avec le futsal, c'est ce que tu dis, c'est intéressant, c'est un peu ce que disait, enfin, c'est un peu ce qu'on voyait avec Raphaël Reynaud, c'est que les jeunes joueurs qui vont sortir du pôle France, c'est pas dit que tous vont réussir et on sait que le futsal, voilà, enfin, on va peut-être signer pro, mais ça sera pas tout le temps et le but c'est aussi d'avoir un bagage, des études et c'est ce que nous disait aussi Lucas la semaine dernière et c'est important aussi de, si malheureusement ça se passe pas dans le foot, avoir un petit quelque chose et réfléchir à ce qu'on peut faire après, quoi. Il faut que tu laisses quelque chose. Il faut Hmm. que tu laisses quelque chose parce que là, tu as un parcours sportif, bien sûr, que tout le monde est là pour jouer le foot, pour essayer d'évoluer, pour arriver à ses objectifs. Mais c'est pas tout le monde qui passe. Ouais. La porte, c'est pas tout le monde qui peut passer la porte, hein. La porte, elle l'ouvre pas pour tout le monde. Et ça, c'est normal. Il y a des talents que tu peux perdre. Il y a des talents que tu peux perdre. Peut-être il peut évoluer sur un autre club à l'étranger, mais peut-être il peut arrêter sa carrière parce que là, les filles, elles peuvent prendre un chemin différent que les sportifs. Et ce chemin-là, ça va conditionner beaucoup ce qu'elle a appris dans la formation au niveau scolaire. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime de travailler sur ce niveau scolaire d'abord et après les autres choses, il vient avec. Ouais. Et en sachant qu'au 19 féminine, tout ce que tu fais scolairement, ça l'impacte directement sur le sportif. Hmm. Donc, par exemple, si tu arrives en retard à l'école, au niveau des horaires, bon, elles sont dans les internats. Les internats et les règles, ils sont rigoureuses. Si elles arrivent en retard, elles ne s'entraînent pas le lendemain de matin. Ouais. Donc, si elle a des problèmes de notes, ça va être compliqué. Donc, tout à fait normal. Les sportifs, les scolaires, ça va impacter directement sur le niveau sportif. Très bien. Et du coup, pour enchaîner sur un peu le foot féminin de manière globale, tu peux nous en parler un petit peu. Tu es parrain un peu d'un projet qui s'appelle Futsal Women Game, ça te tient à cœur. Tu peux nous expliquer un petit peu rapidement l'idée? En fait, moi, j'ai une équipe senior à Clichy Futsal et moi, j'arrive pas à développer comme il faut. J'arrive D'accord. pas à développer. Pourquoi? Déjà, les filles, elles sont plus soudées un avec les autres. Elles sont plus ensemble. Donc, si tu as un problème, si tu as un problème dans la saison, sur le quotidien, si tu as un problème avec une fille et qu'elle ne veut plus jouer avec toi, par exemple, tu es le coach, elle ne veut plus jouer avec le coach, les meilleures copines d'elles, elles vont partir aussi. Hmm. Parce qu'elles vont prendre partie de cette fille-là. Elles vont partir aussi. Donc, ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que pour que tu structures un club, pour que tu développes une structure futsal féminin, il faut qu'au moins tu as des sécurités que tu vas commencer la saison et finir parce qu'il y a des budgets à mettre.
il y a des budgets à mettre, il y a des choses à mettre. Les éducateurs, les arbitres, tout ça, quand ils s'engagent à la ligue, au district, il faut payer les choses. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à voir cette compréhension d'une équipe qui peut tenir toute la saison. Après, Ok. les choses, ça se passe bien, les choses, ça se passe mal. À la fin de saison, on quitte, il n'y a pas de souci. Mais on a du mal à rester avec un groupe de filles correct. La deuxième chose, moi, j'ai choisi le futsal Women Game parce que moi, je sais que le futsal féminin, surtout en Île-de-France, ça se développe énormément et il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent. Ouais. Il y a beaucoup de talent. Donc, moi, j'ai une idée de créer le futsal Women Game. Le logo, c'est ma fille qui a fait. Donc, déjà, Ah, ça me touche beaucoup plus. ah. C'est ma fille qui a fait l'école de mode et elle a fait le logo. Il est bien en plus. Ouais, Il est super sympa. ouais, c'était validé par les personnes qu'on a créées ensemble parce que c'est moi qui a commencé, Génie, qui est de Oliné, Koum et Vanessa qui sont de Torcy. Donc, on a réuni 3 clubs qui vont développer le foot féminin. Et après, on a fait un format tournoi futsal women game qui là, malheureusement, c'était parti pour juin, mais normalement, ça va être décalé pour la vacance de Toussaint si tout ça se passe bien avec la crise sanitaire. D'accord. On va créer un tournoi. Ce tournoi-là, il va être dans la journée. Il y a 16 équipes. Et moi, je vais être le coach de la sélection de ce tournoi-là. Donc, moi, je vais constituer un staff. On va convoquer les joueuses à partir de ce qu'on voit dans le tournoi. Et là, moi, je vais donner un cas d'une équipe nationale. Elles vont arriver à l'hôtel, elles vont avoir ces packs des équipements, son sac, tout ce qu'il faut, les baskets de futsal, tout. Et là, on va partir, on va faire par exemple un rassemblement pour un week-end, partir en Suisse, ou partir en Belgique, ou au Portugal, ou en Espagne, pour découvrir de nouvelles pratiques de futsal, de nouveaux clubs, comment ça marche, comment ça fonctionne, le niveau de chaque pays, pour essayer de donner ce message de futsal féminin qui peut se développer et qui peut arriver. Aujourd'hui, on a la possibilité, on va faire un parallèle entre le football et le futsal. Les filles de futsal vers le futsal féminin vers le futsal masculin, elle est plus proche. Elles sont plus proches. La décalage entre le foot masculin et le foot féminin, elle est très longue. Ouais. Donc, moi, je pense que si on a la possibilité et les personnes pour investir sur le foot féminin, sur le futsal féminin, on peut arriver très proche du masculin assez rapidement. Donc, après, mon envie, c'est juste de passer un message, c'est juste de voir des différentes mentalités, de passer mes messages aussi de ce que je pense du foot féminin que je n'arrive pas à développer dans un club, de passer ce message aussi pour les filles, qu'il faut être soudé, qu'il faut être une équipe, mais que quand tu s'engages à quelque chose, il faut tenir un an, au moins un an. Parce que sinon, après, tu vas laisser le club dans une difficulté énorme avec des punitions et ça, c'est pas correct. D'accord. Donc, tournoi, il y a une page Facebook hein, si les gens veulent suivre un petit Ouais. peu le. Il y a le tournoi Futsal Women Game page Facebook et l'Instagram aussi Futsal Women Game. Ok. Bon, bah, on espère que ce projet pourra voir le jour et c'est bien. C'est des bonnes initiatives aussi de développer des pratiques différentes, même si c'est au final, comme tu dis, la marge, elle est tellement proche il y a des belles choses à faire, je pense. Et aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de filles qui jouent le foot, mais qui jouent au foot à l'extérieur et qui viennent jouer le futsal de temps en temps. Hmm. Là, ce qu'on veut passer les messages, c'est que les filles, elles peuvent se développer au futsal sans besoin d'aller être en foot à l'extérieur. C'est pour ça que dans ce tournoi-là, tous les clubs qui vont participer, c'est des clubs futsal. Ce Ouais. pas des clubs foot à 11, ce pas des clubs qui vont constituer à la dernière minute pour venir. Non, c'est des clubs qui sont légalisés, qui sont licenciés à la Ligue ou à la Fédé, club futsal. D'accord. Que des clubs français là pour la première? Pour la première, que des clubs français, on a décidé de faire pas très loin de l'Île-de-France parce qu'à Ouais. cause de la crise sanitaire, les gens ne peuvent pas voyager. Et après, la deuxième, ça va être à Clichy. C'était prévu la première à Torcy, la deuxième à Clichy, la troisième à Oliné. D'accord. À Clichy, on va voir combien des équipes on va mettre, si on va mettre sur 2 jours ou un jour. Après, le format, on peut changer un petit peu. Mais d'abord, il faut commencer par la première et j'espère que la première, ça passe super bien.
C'est top. Bon, bah, on suivra ce projet, en tout cas, c'est super intéressant. On va passer aux petites questions. Il y avait des questions des internautes qui nous suivent là sur les réseaux sociaux de Planète Futsal. Petite question de Vincent sur Twitter qui, je pense connaître la réponse, mais considères-tu que le futsal est sous-utilisé par les clubs de foot à 11 comme un moyen de progresser bah, déjà techniquement et puis de manière globale, hein. Toi, tu connais bien au Brésil, c'est... Au Brésil, c'est une habitude. Au Brésil, c'est déjà dans l'ADN de clubs de Ligue 1, par exemple, qui a tous les sessions au futsal. Donc là, on a un championnat des clubs futsal. Ici, on n'a pas. Là, ça commence à développer un petit peu. Mais après, pour moi, le format, il n'est pas bien. Pourquoi le format, il n'est pas bien? Il commence par les seniors pour descendre pour l'école de foot. Ouais. Et moi, dans mon avis, il faut commencer par l'école de foot pour arriver en senior. Parce que là, si on va créer un club de futsal, il faut créer d'abord sur la formation. Et après, tu vas développer les seniors pour après. Donc, en fait, la mentalité de Français aujourd'hui pour les clubs qui ont créé le futsal, qu'il soit Lyon, qu'il soit Valenciennes, Dunkerque, je pense qu'il y a aussi. Il y a Ouais, il y a d'autres eu clubs qui Metz ont, récemment, ouais, ouais. il y a d'autres clubs qui ont, mais ils ont créé la session senior. Hmm. Ils n'ont pas créé le foot, l'école de futsal. À Lyon, par exemple, ils ont créé la senior. Ils font des séances hebdomadaires pour les jeunes. Donc, ce n'est pas une école de futsal, c'est une pratique, c'est une séance d'entraînement en plus qui peut commencer à développer. Bien sûr, là, tu as Juninho qui connaissent le futsal, qui développe. Mais pour moi, pour commencer à développer le futsal dans les clubs, il faut commencer par le plus bas. Le plus Ouais. bas. Au lieu de jouer le foot U6 jusqu'à U10 en foot à l'extérieur, jouer au futsal. Faire les championnats au futsal à l'extérieur, à l'intérieur et commencer à développer. Après, tu as la passerelle. Au Brésil, on joue de 6 ans jusqu'à 11-12 ans futsal. Il n'y a pas de foot à l'extérieur. Ouais. Là, ça commence un petit peu, mais il n'y a pas. La pratique, c'est le futsal. Et après, ça commence à partir les joueurs qui ont la compétence, qui ont la tendance de jouer que le futsal, ils restent au futsal, sub 13, 15, 17 et pro. Et après, les autres qui ont plus de compétences pour aller au foot à 11, ils vont basculer. Normalement, tu as la même route. Et Ouais. après, la route, elle va se séparer pour aller au football normal. Après, à Corinthians, ils ont un travail très énorme pour ça. Il fait le lien entre le futsal et le football. Il y a des personnes du staff de futsal qui travaillent aussi avec le staff de foot en 11 et qui ça marche super bien et qui commencent à avoir des joueurs Ouais. plus complets à tous les domaines techniques et comportement pour arriver à être performant, qu'il soit au foot en 11 ou qu'il soit au futsal. Ouais, parce qu'en plus, j'ai l'image là en tête des plateaux, tu sais, quand on est débutant, avec où on joue sur un petit bout de terrain, mais qui est assez large, où ça court un peu Ouais, dans tous les sens. C'est vrai que ouais, clairement, la pratique futsal serait peut-être plus adaptée, au moins déjà à cet âge-là. Enfin, ouais. Plus adapté, mieux parce qu'ils vont toucher beaucoup plus de ballons, ils vont s'adapter encore sur les espaces, des petits espaces. Et après, les espaces, ils vont grandir normalement à chaque étape de l'âge. Tu peux pas faire un joueur de 6-7 ans jouer sur 40 mètres, 40 sur 20. ouais. C'est pas possible. Donc, après, c'est l'adaptation. Après, c'est la vision de chaque coach, la vision de club, l'objectif de club qui va mettre en place. Mais après, moi, je pense qu'il y a un gros potentiel pour développer le futsal dans les clubs. Après, il y a la problématique, parce que là, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a l'ADN futsal. Et est-ce que l'ADN de futsal, est-ce que si, par exemple, Lyon, Paris Saint-Germain, Nice, tous ces clubs-là, ils vont créer le futsal, ça va s'appeler Como le futsal. Est-ce que le club, il va commencer tout en bas pour arriver en D1 futsal? Hmm. Moi, je pense que c'est pas logique pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui, pour la notoriété qu'il y a, de commencer en district pour arriver en D1 futsal. Est-ce qu'ils vont faire un championnat à part de futsal club? Donc, en fait, il y a cette problématique
Moi, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la meilleure solution. Je sais qu'elle c'est s'associer déjà avec un club D1. Ouais. Là, c'est la solution. Mais après, il faut avoir le même territoire, il faut avoir les mêmes objectifs. Il y a plein de choses qui vont changer. Comme ces clubs-là de futsal, ils sont créés dans les quartiers. Il y a une identité de quartier que les dirigeants, les présidents, ils ne vont pas lâcher. Hmm. Mais toi, c'est intéressant ça, enfin, j'avais pas prévu d'en parler, mais parce que toi, tu estimes pas logique, entre guillemets, que si demain un club comme le PSG veut lancer sa section futsal, il commence du plus bas. Pour toi, il devrait. Moi, c'est pas logique. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas logique. Sauf s'ils commencent la formation. S'ils commencent la formation ou 7, ou 9, ou 10, ou 11, ou 13, ou 15, là, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire au 17, il saute. Pourquoi? Au 17, c'est la période où il y a plus de joueurs qui signent pro à droite, à gauche. Les joueurs qui sautent au 17 et qui ne signent pas pro, potentiellement, ils peuvent récupérer pour le futsal après, dans le même club. Donc moi, je forme le joueur de 6 à 15 ans. Je dis, tiens, le joueur, il est formé. À 16 jusqu'à 17 ans, le joueur il va choisir s'il va rester au futsal ou s'il va rester au foot à 11. Les joueurs qui restent au futsal et qui n'ont pas de possibilité peut-être de trouver un club ou de sortir un peu proche de sa maison, moi je propose après un U19 et un senior pour que les joueurs ils viennent, ils puissent se développer, continuer dans le même club, continuer la pratique. Ouais. Après c'est une vision que moi j'ai, mais peut-être d'autres personnes, ils ont d'autres visions, mais pour moi, c'est ça. Après, oui, moi, je vais créer un senior pour le Paris Saint-Germain, par exemple, ou 19, avec que des joueurs de 19 ans, 20 ans. Et là, moi, je commence de plus bas et je monte jusqu'à je peux. Ouais. 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 Mais Bah, aujourd'hui, au niveau commercial, pour le Paris Saint-Germain, créer une session senior aujourd'hui pour commencer en D1, je ne pense pas que c'est l'objectif. d'accord, ouais. Bon, justement, parce que c'était une question aussi de Andrew Argent. On sait que tu es hyper attaché au PSG. Est-ce que déjà tu as pu échanger un petit peu avec Leonardo? Est-ce que il y avait eu une section futsal il y a pas mal de temps au PSG. Est-ce que Ouais. c'est une idée, peut-être un projet à long terme? Est-ce que tu as eu un petit peu Moi, d'échange à ce niveau? Moi, j'ai changé un petit peu avec Leonardo, mais c'est pas l'objectif du club aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle pratique. Pourquoi? Parce que là, il y a pas mal de choses qui sont difficiles, surtout avec la crise sanitaire, Ouais, qui sont pas faciles. Et ils ont aussi perdu beaucoup aussi de son budget par rapport à ce qui s'est passé cette année. ouais, En fait, c'est pas envisageable, mais c'est quelque chose qui ça reste positif dans le club. Après, si ça va développer ou pas, je ne sais pas encore, mais c'est quelque chose qui ça peut être intéressant. Pour moi, ça peut être très intéressant au niveau de formation des joueurs, ouais. pas au niveau des seniors. Moi, j'ai pas l'intention de créer un club senior pour rester au Paris Saint-Germain en futsal. Non. Hmm. Pour moi, ça va être très intéressant pour former meilleurs les joueurs de football à 11 en futsal. Et après, parallèlement, tu peux créer un club très fort en futsal aussi. Ouais, ouais, très bien. Et il y avait une question d'Alenzo sur Instagram qui nous demandait en quoi ton expérience du haut niveau, tu as côtoyé des grands clubs, des sélections nationales, va t'aider un petit peu au quotidien dans ton expérience de futsal. Est-ce que ça t'aide? Comment tu gères ça? Après, moi, je n'utilise pas mon nom et mon vécu pour m'aider à quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est plutôt mes attitudes sur le quotidien qui va dire que moi, j'ai fait bien ou pas bien mon travail. Je suis là pour faire mon travail, pour développer un club. Je ne suis pas là pour montrer que moi, à cause de mes vécus, moi, je suis bon aujourd'hui. Non. Hmm. Moi, mes vécus comme joueur, il est passé. Les histoires, ils ne vont pas s'effacer. Les gens qui me connaissent, c'est un grand plaisir que moi, je les traite. Mais moi, jamais je vais utiliser mon vécu de passé pour m'imposer à quoi que ce soit. Moi, j'ai mon caractère, j'ai ma personnalité. Donc, moi, j'ai fait mes études pour être un coach performant, pour être un directeur sportif performant et qui donne des résultats positifs pour le club. Pour l'instant, ça passe super bien. Le jour que moi, j'imagine que les résultats ne sont pas positifs,
ils sont pas dans mes objectifs personnels aussi. Moi, je laisse la place pour des gens qui sont plus compétents que moi. Mais moi, j'ai pas besoin aujourd'hui voir mes vécus pour être, pour montrer quelque chose qui c'est pas moi. Ouais. Moi, j'ai ma manière de travailler. Les gens qui me connaissent ici, moi, je suis très droit, je suis très direct. Et voilà, après, moi, Ouais. En plus, je pense quand on est quelqu'un comme toi qui a eu un vécu, une carrière, t'as presque plus d'intérêt à être encore plus humble pour montrer que voilà, après t'as des comportements. Hein. Les gens, ils vont te regarder, ils vont regarder les comportements que tu as. ouais. Donc, par exemple, moi, je supporte pas que les gens, ils arrivent avant moi dans le club. Moi, je suis le directeur sportif, moi, je suis le premier qui arrive. Après, c'est juste un comportement. Après, mes observations, il faut être cohérent. Quand tu vas faire une réunion, il faut que tu saches qu'est-ce que tu vas parler. Il faut que tu aies connaissance de toute la problématique qu'il peut y avoir sur cette réunion, avec les personnes que tu vas parler. Donc, tout ça, j'ai l'expérience, bien sûr, parce qu'ils m'ont vécu, ils m'ont fait ça, mais je n'ai pas besoin d'utiliser. Moi, je suis Paulo César, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, non, non. La problématique, elle est aujourd'hui. Moi, en tant que directeur sportif, ma décision, elle est telle. Moi, en tant qu'entraîneur, ma décision, elle est telle. Donc, moi, j'ai eu des cas, par exemple, un joueur, en tant que entraîneur, moi, je suis une personne. En tant que directeur sportif, je suis une autre personne. Hmm. Donc, en fait, moi, j'arrive à bien séparer les choses. Donc, quand je ne suis pas présent des fois sur des choses, moi, je prends la casquette de directeur sportif. Donc, si le joueur, par exemple, sur l'équipe 2 senior, il discute avec le coach, il n'a pas le droit. Donc, moi, je viens avec la casquette de directeur sportif. Moi, je donne l'ascension comme directeur sportif. Après, moi, en tant qu'entraîneur, je ne donne pas la possibilité que le joueur discute avec moi. Je ne donne pas. Mais après, il y a des choses si ça passe individuellement, on règle les choses individuellement. Si ça passe dans le collectif, on règle les choses dans le collectif. Après, c'est tout à fait normal, des comportements ça peut dépasser. Hein, mais après, et moi, je suis quelqu'un qui, moi, je règle le problème et j'oublie le problème. Hmm. Donc, je règle le problème et je reste avec le problème. Par exemple, si moi, j'ai fait un critique avec un joueur ou j'ai fait une remarque avec un joueur, le lendemain, je ne vais pas refaire la même remarque. Ouais. Et moi, je ne vais pas penser qu'il va me refaire la même chose. Parce que moi, je travaille avec des adultes. Moi, je ne travaille pas avec des enfants. Donc ça, c'est des choses qui, après, ces attitudes, ces comportements qui fait que les gens, ils commencent à te respecter plus pour ton travail que pour ton vécu. Moi, je n'ai pas besoin que les gens me respectent par mon vécu. Ouais, ouais, c'est clair. J'ai besoin de respect par mon travail. Oui, parce que si t'es Paulo César et que t'as joué au PSG, mais que J'espère. tes entraînements ils sont bidons et voilà, enfin ça va pas passer à un moment. C'est ça que tu dis quoi. Ouais, c'est ça. Mm, mm. Et il y avait une dernière question de Tetsuya27. Il disait, est-ce qu'il y a des joueurs que t'aimes bien regarder, qui t'impressionnent en Division 1 notamment, et puis bah, peut-être en Division 2, des joueurs que t'aimes bien le profil. C'est quoi un peu toi les joueurs qui te font aimer le futsal? Moi, en France, moi, j'ai un joueur que moi, j'adore. Moi, des fois, je mets sur mon Instagram aussi, si vous regardez des fois, c'est Soil. Soil Ouais. qui joue Access. Pour moi, c'est le meilleur joueur qu'il y a en France. Il est complet, il va vite, il est intelligent. Après, bien sûr, que tout le monde y a la marge de progression, mais c'est un joueur que moi, j'adore et que j'aime bien voir jouer. Et je trouve qu'il est très performant, qu'il soit en équipe de France et qu'il soit à Access. C'est le seul joueur aujourd'hui que moi, j'ai j'ai l'envie de le voir jouer. Parce que moi, j'ai déjà affronté lui quand il était sur une autre équipe et moi, j'étais sur futsal. Et moi, j'étais impressionné. J'étais impressionné par la façon qu'il jouait. Et moi, je souhaite que lui, il peut devenir le meilleur joueur de futsal. Le meilleur joueur de futsal en France. Après, c'est quelqu'un qui peut avoir cette identité parce il est né en France et il connaît beaucoup le quartier. Il y a cette mentalité, mais qui peut apporter ce professionnalisme, qui peut apporter, tu sais, on a besoin de références dans la vie. Ouais. Et lui, il peut être une grande référence
par ce comportement, par ses prestations sur le salle et pour tout, hein, pour ses jeux en équipe de France, il peut être une grande référence au futsal français. D'accord. Et en D2, il y a des joueurs que tu apprécies aussi beaucoup Des deux, oui, il y a des joueurs qui sont très intéressants. Après, moi, je vais pas te dire beaucoup de noms, mais j'ai des joueurs de Laval qui jouent super bien. La Batteria qui vient aussi Ouais. s'engager en équipe. Il y a des joueurs qui sont très intéressants. Il y a des joueurs qui viennent aussi de foot à 11 et qui s'adaptent très vite aussi en futsal, que c'est intéressant aussi. Mais de nom, non, moi, j'ai pas un nom en tête. Dire, voilà, c'est après ce que moi j'ai pu dire, dans mon équipe, il y a Gauthier, Gauthier qui vient de Perfit, qu'on a recruté la saison dernière. C'est un très, très bon joueur et qui, lui, il peut, il peut devenir un grand joueur de futsal en D1. Et j'espère et je souhaite pour lui qu'il prenne les meilleures décisions dans sa avenir pour essayer de franchir ces paliers-là. Et voilà, après, d'autres joueurs qui vont progresser dans l'équipe et dans la D2. Ouais. Petite question liée à l'actualité. Du coup, alors la vidéo sortira lundi, mais demain il y a un match de l'équipe de France contre la Géorgie. Tu vas regarder? T'as un petit pronostic? Comment tu vois ce match? Écoute, moi, je souhaite que l'équipe de France y gagne, hein, parce que là, c'est important aussi déjà le résultat. Euh, moi, j'ai dit 3-0, même si là, contre la Russie, ils ont fait des bonnes prestations. Il manquait un petit peu l'efficacité, surtout le premier match. Ouais. Mais moi, je souhaite qu'ils gagnent ce match-là. Ils ont l'intérêt de gagner le match parce que ça joue la qualification et c'est important de rester proche pour essayer de prendre une place pour la qualification. C'est déjà bien pour le futsal français et c'est bien aussi pour l'équipe nationale. Ouais, on leur souhaite évidemment, hein. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, l'équipe de France aura battu la Géorgie. Il restera une autre finale ensuite, mais on leur souhaite en tout cas à cette équipe de France. Qu'est-ce que on peut te souhaiter toi déjà pour l'avenir, déjà pour le Clichy Futsal, et puis bah, de manière un petit peu plus perso, j'imagine que les deux vont un peu avec, mais Ouais, déjà, moi, je souhaite pour moi-même, c'est la santé, pour moi, pour ma famille, pour tout le monde qui passe ce moment très difficile de le Covid. Moi, je pense que la santé, c'est le plus important aujourd'hui. Après, sur le club, qui moi, j'ai la compétence et que moi, je suis en train de, de, de grandir aussi comme personne pour que moi, je peux développer le club le mieux possible et que je peux aussi aider les jeunes joueurs et l'équipe à rester dans cette même objectif qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et après, sur le foot féminin, moi, j'essaie de grandir, de développer encore plus, des- d'essayer d'apporter ma expérience en tant qu'entraîneur et en tant qu'ancien joueur de club. ouais. Parce que moi, j'ai l'identité de club et moi, j'aime ce club. Je suis supporter de club aussi, étant essayer de passer un peu les choses que moi j'ai vécues parce que moi j'ai eu le club en main et je sais le moment que j'ai parti, qu'est-ce que ça me donnait. Donc, je pense que je peux apporter quelque chose de plus pour les filles et espérer apporter le maximum pour qu'elles accèdent à l'AD1, que c'est l'objectif du club. D'accord. Bah, justement, c'était aussi l'actualité. Qu'est-ce que tu as pensé un peu du match là hier, Bayern PSG, victoire 3-2 des Parisiens? T'as vibré un peu là devant l'écran? Oui, bien sûr que j'ai vibré, bien sûr mais on ne peut pas voir un match comme ça. Tu vois 31 tirs en but bon, c'est mieux parce que là, on était efficace, mais je pense que le Paris Saint-Germain, il a la compétence de jouer encore un peu plus de jouer un peu plus le ballon, même si là, on a perdu Marquinhos blessure, il y avait des changements, mais pour moi, hier, Gay, il a fait un match extraordinaire. Là, bien sûr, il y a Mbappé, il y a Neymar qui ont donné des passes décisives, qui ont marqué Mbappé qui marque de buts. Mais Gay, ce qu'il a fait hier, c'est un match exemplaire, c'est un match extraordinaire. Franchement, ils ont la possibilité de passer une grosse équipe. Et s'il passe cette grosse équipe-là, il met aussi le favoritisme à son côté, qu'après, il faut gérer contre
les prochaines équipes. Ouais. Et bon, désolé, je gratte un peu de temps, mais c'est intéressant. Comment toi, juste, t'expliques en tant qu'ancien joueur de football professionnel la différence entre un match où on peut aller gagner 3-2 au Bayern et perdre 1-0 à domicile contre Lille la semaine d'avant? Après, moi, je suis pas sûr, mais si moi je suis à la place d'eux, contre Lille, même s'il y avait un enjeu extraordinaire contre Lille, moi, ma tête, elle était mercredi. Ouais, Et est-ce que moi, j'ai rentre dedans? Est-ce que moi, je me défonce? Est-ce que moi, j'ai... Même s'il y a un enjeu, oui. Là, si c'est en inverse, c'est pire. Si tu gagnes 3-2 contre Lille et tu perds 1-0 à Bayern, là, c'est pire. ouais, Donc, en fait, les supporters aujourd'hui, nous, à l'extérieur, on regarde la Ligue Champion. La Ligue Champion, mais le championnat, le temps qu'ils ont gagné chaque année consécutive, ça ne sert à rien. Le jeu qu'il va perdre, ça va mettre du poids. Donc, en fait, là, il faut décider qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut la Ligue Champion? Est-ce qu'on veut le championnat? Parce qu'on ne peut pas avoir, même si moi je suis d'accord qu'on peut être performant tous les matchs, mais ce match de cette calibre-là de Bayern, il a pris trop d'importance. Et pour moi, ils n'étaient pas à la tête exactement sur le match de Lille. Et voilà, après, ça se voit parce que quand il y a Mbappé qui sent quelque chose, sur la précaution, contre Lille, il sort. ouais. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose, sur la précaution, il sort. Mais Neymar, il a senti quelque chose dans le match de Bayern, il reste. Ouais, Marquinhos aussi, enfin, ouais, ouais. Il reste. Marquinhos, il a senti, il a resté encore 20, 28 minutes, là, Ouais, 25, ouais. jusqu'à qu'il marque le but. Donc, en fait, ça se voit que la mentalité, après, si moi je suis à la place d'eux, moi je pense que c'est la même chose. Hein. Après, mentalement, c'est compliqué de se préparer de la même façon tous les matchs, surtout des matchs qui va. Et on ne va pas attendre contre Strasbourg un match de fou. Hein. Non, 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 c'est Attendre un match de fou, même si ils ont l'obligation de gagner, ils ont l'obligation de rester proches. Mais on va voir. Moi, Strasbourg. après, pour le Paris Saint-Germain, je souhaite qu'il gagne tous les matchs. Hein. Moi, Ouais. tous les matchs, qui Neymar il marque, qui Mbappé il marque, moi je souhaite ça. Hein. Mais Et après, moi j'ai cette analyse-là aussi. dernière petite question sur le PSG, c'est quoi quand même, voilà, tu as vécu des années extraordinaires, c'est quoi ton meilleur souvenir sur le terrain, ta fierté, je sais pas, c'est... Ah, ma fierté, moi j'ai plein de choses au Paris Saint-Germain qui m'a donné des bonnes choses. Mais ma fierté de jouer au Paris Saint-Germain, déjà, c'est de porter le maillot Ouais, et de parler le français. Parce que c'est à cause de Paris Saint-Germain que je suis là et je suis en train de parler avec toi. C'est à cause de Paris Saint-Germain que moi j'ai t'as eu des appris, chances. ouais, c'est à cause de Paris Saint-Germain que j'ai appris à parler un petit peu le français, même si moi j'ai des améliorations à faire. Mais c'est à cause de Paris Saint-Germain que moi j'ai aimé, j'ai pris l'amour pour Paris. C'est à cause de Paris Saint-Germain que mes enfants, ils sont français, ils sont fait des études en France. Donc tout ça, ça vient de Paris Saint-Germain parce que c'est eux qui ont ouvert la porte de la France pour moi. Donc pour moi, je suis très touchant à ça. Et avant, en tant que joueur, moi, j'ai jamais dit, moi, j'ai jamais supporté une équipe. Et après, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai choisi le PSG pour être supporter en France et Fluminense au Brésil. Donc, en fait, c'est ça. D'accord, bon, c'est une belle déclaration. Vraiment dernière question, parce que pour finir aussi, parce que c'est lié au futsal, enfin, t'es revenu en France aussi pour passer tes diplômes. À la base, le souhait c'était d'entraîner une équipe de foot à 11, alors au Brésil, en France. Est-ce que ça a évolué ça? Parce que maintenant tu coaches des U19 féminines, tu es quand même directeur sportif de Clichy. Peut-être que ta vision elle a peut-être changé aussi. Non, non, ça ne change rien. Non? Non, non. Moi, j'ai suivi mon parcours des Ouais, formations parce qu'on a des obligations à faire au niveau des formations pour accéder au niveau national. Moi, après, moi, j'aimais pas un barrière sur ma carrière. Moi, j'ai suivi et j'ai pris les meilleures opportunités.
J'ai passé des équipes en D1, district, j'ai passé des équipes aux 17 nationaux comme Gobelin. J'ai été directeur sportif sur un an, c'est à Paris 14, au milieu de l'Île-de-France. En fait, moi, j'ai pris les opportunités. Je commence à connaître mieux le championnat français à chaque année. Ouais. Je commence à connaître mieux la France au niveau de ses problématiques et les choses que j'ai pu apporter. Et après, dans le futur, on va voir. Mais mon objectif clair, c'est d'être coach en Ligue 1, qui soit là aujourd'hui. La seule chose qui a changé, c'est la seule chose qui a complémenté. Ça peut être les garçons, ça peut être les filles. Ouais. C'est encore une possibilité de plus. Ah bon, PSG, il y a Chouafni, c'est compliqué là. Après, ce que moi j'ai dit, moi je suis mon parcours. Moi, je Ouais, respecte ouais. tous les pros. Je respecte tous les pros. Il y a Bernard Mendy aussi qui est son adjoint. Mais après, moi, j'ai mon objectif. Après, s'il ne soit pas à Paris, va être à droite ou à gauche. Mais mon objectif, c'est de suivre mon parcours et de prendre les meilleures opportunités. Aujourd'hui, la meilleure opportunité pour moi, c'est être entraîneur adjoint de U19 féminine et que ça me plaît et que moi, je vais profiter beaucoup. D'accord. Bah écoute, Paolo, merci beaucoup. Merci pour ton humilité et pour avoir répondu favorablement pardon, à cette émission. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses évidemment avec Clichy. On espère que le championnat D2 pourra reprendre et que bah, voilà, vous allez continuer à vous développer, que ce soit avec l'école de futsal, l'équipe senior et que bah, d'ici, je sais pas, 2-3 ans, je pourrais vous commenter en Division 1. Ça serait avec grand plaisir en tout cas. Avec Et plaisir. puis bah voilà, quand tout ça réouvrira, je passerai vous faire un petit coucou avec plaisir pour regarder un match. Avec plaisir. Allez, merci beaucoup Paolo, prends soin de Rien. toi. Et puis bah à très vite et plein de bonnes choses. À très vite. Ciao, ciao.